Patricia Kubels-Ricard, qui, premièrement, et c'est la première chose à dire, est vice-présidente de la Société française d'orthodontie pédiatrique. Elle est fille de pédiatre, ce qui lui a permis de baigner dans ce domaine depuis sa plus tendre enfance. C'est une orthodontiste qui est aujourd'hui en place à Barcelone, qui est coordinatrice de l'unité des traitements des troubles respiratoires obstructifs du sommeil, du département de pédiatrie de l'hôpital universitaire d'Exeus de Barcelone. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer son approche pluridisciplinaire et précoce des TROS. Et je dois dire que Patricia a une pédagogie certaine à l'heure d'expliquer ce genre de choses. Le jour où j'ai voulu vraiment particulièrement m'intéresser aux TROS, c'est vers elle que je me suis tourné. On a fait une petite conférence à deux durant plusieurs heures qui était absolument passionnante. Comprenez tout de A à Z. Je vous laisse donc entre de très bonnes mains. Bonjour à tous et merci de participer à ce congrès. Comme Guillaume vous a dit, je suis Patricia Kubels-Ricard, coordinatrice de l'unité des troubles respiratoires obstructifs du sommeil à PAIDO, c'est le département de pédiatrie de l'hôpital universitaire d'Exeus à Barcelone. Et je suis aussi en charge de la partie orthopédique de ces troubles. Je vais voir les résultats du sondage qui viennent d'arriver. Donc, pour la réponse, d'accord. On voit, bon, c'est quand même assez partagé, mais le degré 4 et 5, c'est quand même les plus votés. C'est bien, on va voir un peu plus. Alors, d'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler un peu plus en profondeur des TROS, des troubles respiratoires obstructifs du sommeil, et de son approche pluridisciplinaire. Voilà, donc on va voir. Avant de commencer, il faut bien avoir en tête l'anatomie du visage. L'os maxillaire, souvent associé seulement aux dents, est en vrai toute la partie centrale du visage et il ne forme pas seulement le plafond de la cavité orale, mais aussi le sol et parois tout en arrivant jusqu'aux yeux. Il faut aussi avoir en tête que toute la cavité orale, maxillaire, le palais mou, la langue, la mandibule, etc., sont en relation directe avec les voies aériennes supérieures. Bon, il y a 10-15 ans, la connaissance des TROS était complètement différente à celle qu'on a aujourd'hui. Et grâce au docteur Guillemino et au docteur Maria Piavilla à Rome, on a pu passer de donner de l'importance seulement aux apnées et considérer comme seul traitement l'adénomyctalectomie, à avoir une toute nouvelle perspective beaucoup plus complexe et pluridisciplinaire, dans laquelle les apnées sont simplement un degré de TROS et la principale cause est la respiration buccale et aussi évidemment les fonctions musculaires déficientes qui vont toujours liées à la respiration buccale. Et du coup, cette respiration buccale est provoquée par beaucoup d'autres facteurs à part l'hypertrophie adénomyctalienne. Et ces facteurs qu'on va parler plus aujourd'hui dans ma conférence, c'est donc par exemple la position linguale, l'hypotonie musculaire, etc. Bon, j'ai un peu du mal à passer les diapos. D'accord. Donc, les TROS sont différents degrés d'une même pathologie, avec le SAOS, c'est le syndrome d'apnée et hypoapnée, comme degré le plus grave. La respiration buccale est toujours présente et peut aussi se trouver de façon isolée, étant déjà le degré de TROS le plus bas. Donc, ça serait les enfants qui, avant, ils ne ronflent pas vraiment, mais on les entend respirer lorsqu'ils dorment. Et ça devrait déjà nous faire consulter en tant que parents. La différence, un peu, je profite pour faire un peu la différence entre tout ce que le docteur Sprout a expliqué ce matin et ce que je parle. Si vous pouvez voir, c'est un peu le haut de TROS, c'est obstructif. Donc, les TROS font partie des troubles respiratoires du sommeil en général, mais aujourd'hui, on va parler de ceux qui provoquent une obstruction du passage de l'air au niveau physique. D'accord ? Il peut en avoir des troubles plus d'origine cérébrale. Et comme elle a très bien expliqué le docteur Sprout. Donc, peu importe le degré, les conséquences peuvent être identiques au niveau de morbidité. La seule différence
est que le SAOS a en plus un risque de mortalité. Donc, juste un enfant, des fois on voit des enfants qui ont juste une respiration forcée lorsqu'ils dorment et qui ont beaucoup de symptomatologie, de morbidité, même plus que des enfants qui font peut-être des hypoapnées des fois. Donc, passons voir un peu les conséquences des TROS. Les conséquences des TROS fonctionnent grâce à l'épigénétique, comme le docteur Olu a expliqué hier. Donc, ces conséquences peuvent aller beaucoup plus loin de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Les TROS sont dus à l'absence de respiration nasale et ces conséquences se divisent principalement en deux groupes. D'un côté, il y a les structurelles, donc ce sont les conséquences des fonctions musculaires déficientes. Et on trouve évidemment les malocclusions, mais aussi des troubles, des infections à répétition, comme par exemple les otites moyennes à répétition. Et il y a aussi les conséquences de développement et pathologies systémiques, lesquelles sont dues à l'hypoventilation et fragmentation du sommeil. En tous les cas, elles toutes diminuent beaucoup la qualité de vie des patients. Donc, dans ces troubles du sommeil, on trouve tous les troubles psychologiques dont elles ont très bien parlé le docteur Sprout et le docteur Filiosa. Et on peut, par exemple, ceux qu'on trouve le plus souvent en cabinet, c'est déjà des sommeils fragmentés, mais aussi les nurésies nocturnes, donc faire pipi au lit, des troubles de comportement, le TDAH-like, ça c'est important d'en parler parce que les troubles de déficit d'attention et hyperactivité, souvent traités avec des médicaments, des fois c'est du TDAH-like, c'est-à-dire l'origine n'est pas un TDAH vrai, l'origine c'est respiratoire, un mauvais sommeil, et du coup la solution ne passe pas par des médicaments, mais pour traiter le problème respiratoire. Voyons maintenant pourquoi il est important de faire une prise en charge précoce des TROS. Le manque de respiration normale empêche les bons cycles du sommeil, ce qui entraîne des problèmes sur la croissance physique et le développement psycho-émotionnel. Cela est particulièrement important car il a lieu pendant une période critique du développement cérébral. En plus, au niveau osseux, il faut avoir en compte que la croissance crânio-faciale finit très tôt. On peut considérer qu'à 5 ans, 80% de la croissance du visage est déjà complétée. Pour cette raison, le plus précoce le traitement se fait, le plus on pourra profiter au maximum le potentiel de croissance pour le guider dans la bonne direction et éviter l'obstruction des voies aériennes. Donc, on va voir comment aborder les TROS. Il faut aborder les TROS avec l'intention d'éviter la cascade fonctionnelle qui les provoque. Le traitement doit optimiser le développement facial afin d'optimiser le développement des voies aériennes supérieures, ce qui garantit l'optimisation des capacités ventilatoires et évite donc les conséquences sur le développement. Un concept très important à avoir en tête, c'est que si on n'enlève pas le blocage physique, les fonctions ne pourront pas être normalisées et si on ne normalise pas les fonctions, le blocage physique récidivera. D'accord ? Le travail en équipe est donc obligé, même si surtout, généralement, les logopèdes ou orthophonistes sont plus conscients du besoin d'enlever le blocage physique, mais souvent les orthodontistes, ils ne pensent pas qu'après leur travail, il faut, comme on a très bien expliqué pendant le congrès, il faut travailler les fonctions, sinon ce qu'on a fait ne sert à rien. Voyons maintenant quel est le rôle de chaque spécialiste. Les pédiatres ont un rôle clé pour faire une détection précoce des TROS. Pendant les révisions générales, ils devraient détecter la présence de respiration buccale et des dysfonctions. Interroger les parents par rapport aux habitudes, faire des contrôles des voies aériennes supérieures et des infections à répétition sont clés pour détecter ces patients. Aussi, ils peuvent utiliser tous les conseils que Morgane Varnier nous a expliqué tout à l'heure.
Et les pédiatres, il faut savoir que sont ceux qui reçoivent en premier les patients et ont donc le plus souvent la confiance des familles. C'est vrai qu'en France, il y a un petit problème avec les pédiatres. Pas tous les enfants vont chez le pédiatre. Où je travaille, ça n'existe pas ce problème. Tous les enfants vont toujours chez le pédiatre. Et c'est comme on travaille dans l'équipe ou dans l'unité de TROS qu'on a créée dans l'équipe de pédiatrie. La première étape du traitement est d'enlever l'obstacle physique responsable du blocage du passage de l'air. D'un côté, il y a les tissus mous et semi-mous par l'ORL, les tissus mous et mucoses par l'allergologue au cas des allergies, et les tissus durs par l'orthopédiste orofacial. Une fois que le blocage physique de l'air est enlevé, il faut absolument normaliser les fonctions. Les plus importantes sont la déglutition, la respiration et la mastication, sont celles qui ont le plus d'effet sur la croissance des os. Et c'est le rôle des logopèdes, orthophonistes et aussi des kinés spécialisés en thérapie oromyofonctionnelle. Et c'est un rôle absolument indispensable. Mais au-delà de l'élimination de l'obstruction, il y a plein d'autres rôles nécessaires. Les spécialistes du sommeil pour détecter les cas avec un risque vital et donc avec des besoins spécifiques de traitement comme le CPAP par exemple pendant quelques temps. Les pédodontistes de leur côté ont aussi un rôle absolument indispensable. Garantir la santé orale permet de garantir la capacité masticatoire, laquelle est indispensable pour une bonne croissance des os et une normalité fonctionnelle. Sur le cas des photos, on voit clairement que cet enfant n'a jamais pu mastiquer. Et donc, à la radio, on voit clairement comme les voies aériennes sont complètement bloquées et la direction de croissance mandibulaire est presque complètement verticale. Les TROS touchent tous les spécialistes pédiatriques. La grande variété des troubles psycho-émotionnels, très bien expliqués par les docteurs Sprout et Filiosa, font partie du rôle des psychologues. L'obésité, laquelle est un facteur aggravant des TROS, c'est pour les diététiciens et les kinésithérapeutes et ostéopathes pour compenser toutes les conséquences corporelles de l'hyperextension de la tête et du cou et du mordu inversé, etc. Les pneumologues sont là aussi pour traiter tous les autres problèmes respiratoires qui ne sont pas d'origine obstructive et qui pourraient empirer encore le cadre respiratoire. Voyons maintenant les étapes du traitement. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de les voir plus en détail, mais j'essaierai d'être le plus clair possible. Le gold standard de traitement actuel est la combinaison d'adénomyctalectomie, d'expansion rapide du maxillaire et de thérapie myofonctionnelle orofaciale. C'est ce qui apparaît surtout dans la littérature, mais il faut aussi avoir en tête le repositionnement de la mandibule. Ce traitement gold standard, le central, on dirait, doit être accompagné du traitement de toutes les autres causes et conséquences. Et la respiration nasale, 24 heures, est le seul objectif final valide pour tous les spécialistes. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment oublier la façon de traiter qu'on a toujours, malheureusement, des fois, où l'ORL, il regarde seulement la taille des amygdales, l'orthodontiste ou orthopédiste orofacial, il regarde seulement les dents, il faut regarder les os. Et séparément, il faut vraiment que cet enfant il arrive à respirer 24 heures par le nez. Et c'est la seule façon de garantir que la croissance à partir de ce moment pourra se faire correctement. Avec l'ancienne approche, le traitement n'était pas complet. Quand on ne faisait que l'adénomyctalectomie, il y avait seulement traité une partie. Pour cette raison, il y avait un grand pourcentage d'échecs et beaucoup de récidives après quelques temps. Enlever une partie du blocage physique et pas rétablir la respiration nasale n'est pas le remède des TROS et n'est pas un traitement complet. La prise de décision du traitement se fera selon le degré d'affectation.
D'abord, il faut enlever le blocage physique, commencer par les tissus durs pour les cas les moins graves et par les tissus mous pour les plus graves. Il faut dans tous les cas continuer avec la normalisation des fonctions et en même temps commencer à traiter toutes les autres conséquences. Car à ce point du traitement, les patients peuvent déjà commencer à respirer par le nez de façon progressive. Il faut aussi dire que même s'il y a cette séparation entre le blocage des tissus mous et des tissus durs, l'expérience clinique nous indique qu'ils vont toujours ensemble. S'il y a une malocclusion, il y a un problème des tissus mous aussi, presque toujours, et il y a toujours une dysfonction. Et s'il y a un problème d'obstruction des tissus mous, il y a forcément une obstruction aussi des tissus durs à cause de la mauvaise croissance qui s'est faite. Pour la partie orthopédique, on base le traitement en suppression des obstructions osseuses qui se trouvent au niveau transversal de la cavité nasale et donc du maxillaire. Et c'est donc un maxillaire trop étroit. Et ce qu'on veut, c'est ouvrir cette suture pour arriver à la base du nez et faire la cavité nasale beaucoup plus large, comme on peut voir ici en bas. Au niveau antéro-postérieur du maxillaire qui bloque la partie haute des voies aériennes, un maxillaire trop court, donc il faut stimuler cette suture pour que la croissance du maxillaire se fasse vers l'avant. C'est aussi cette suture qu'on voit aussi. Et au niveau mandibulaire, lequel bloque la partie basse des voies aériennes, si la mandibule fait une croissance verticale, comme on peut voir ici, on bloque le passage de l'air au niveau bas. Donc, je voudrais tout d'abord voir ensemble un cas. Je vous laisse regarder les photos et répondre à la question. Tout d'abord, je vous donne un peu de temps. Je ne vois toujours pas les réponses, Guillaume. Oui, c'est normal, les participants répondent et dans 10 secondes, on partage les résultats. Parfait. D'accord. Bon, super. On voit qu'il y a une majorité de oui. Donc, on voit bien que il faut traiter cet enfant. Malheureusement, il y a plein de fois où on pose la question et la réponse est non. Il ne voit pas spécialement il voit pas de mordu inversé dentaire. La supraclusie, elle passe souvent de côté et du coup, la réponse est non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de malocclusion. On va voir un peu ce cas ensemble. Bon, donc, Benjamin, âgé de 3 ans et demi, avait une obstruction importante des voies aériennes, comme on peut voir à ce niveau-là, une hypertrophie adéno-amygdalienne claire. Pardon, avant de passer à l'hypertrophie, on peut voir en vert, j'ai marqué la taille idéale des voies aériennes et en rouge, sa taille qu'il a. On voit en jaune l'hypertrophie adéno-amygdalienne et aussi le palais mou, comme il bloque aussi les voies aériennes. Et on voit aussi une croissance verticale de la mandibule, marquée en bleu, et en vert, marquée la croissance théorique qu'il devrait avoir à son âge et le profil théorique qu'il devrait avoir aussi à son âge. On voit aussi une compression maxillaire de 7 mm et des compensations des axes dentaires mandibulaires, lesquels cachaient un mordu inversé, c'est-à-dire un niveau dentaire, on ne voyait pas de mordu inversé, alors que quand on calcule la taille du maxillaire par rapport à la taille de la mandibule, il faut savoir que le maxillaire devrait idéalement être la taille de la mandibule plus 5 mm. Donc, on voit qu'en vrai, cet enfant, si on mettait les dents mandibulaires dans l'axe correct, dans leur os, l'enfant serait en mordu inversé. Je vous marque en vert l'axe idéal
des dents. Et en bleu, je vous marque la suture qu'on veut activer de cet enfant pour améliorer sa respiration. Donc, on veut activer la base du nez. Bon, donc, Benjamin n'avait jamais dormi une nuit entière et avait une respiration buccale continue, des ronflements et des petites hypoapnées. Je vous laisse voir la première vidéo avant traitement. Après la dénamygdalectomie, c'est la première étape de traitement qu'on a fait et laquelle était complètement indispensable pour Benjamin. Il améliorait un peu la respiration, mais il continuait à respirer par la bouche et à ronfler. Je vous laisse voir la vidéo. Bon, et finalement, après la disjonction, il a réussi à faire ses nuits entières. Il a commencé à respirer par le nez et il a arrêté de ronfler. En plus, ses parents expliquent qu'il a commencé à sentir des odeurs pour la première fois et il a récupéré sa voix. En plus, Benjamin, il avait aussi un FAPAS. C'est un syndrome, on croit, auto-immunitaire qui consiste en des angines et amygdalites de répétition tous les 15 jours, 3 semaines. Et ce qu'on a vu, on ne sait pas vraiment pourquoi encore, depuis qu'on a amélioré sa respiration, qu'on a fait la disjonction, il n'a pas eu de crise de FAPAS alors qu'avant, il les avait tous les 15 jours. Je vous laisse voir la dernière vidéo. Bon, donc on voit que Benjamin, on ne l'entend plus, il respire par le nez, la bouche fermée, et c'est un cas joli à voir parce qu'on peut voir que la dénamygdalectomie qui était nécessaire n'était pas suffisante et il fallait aller plus loin au niveau des os. Maintenant, Benjamin est en train de suivre de la thérapie myofonctionnelle orofaciale pour normaliser les fonctions, pour les automatiser et garantir qu'à partir de maintenant, sa croissance pourra se faire de façon naturelle et qu'on ne va pas se retrouver à 8 ans avec encore une croissance bloquée comme on a, ou à 6 ans, comme on a trouvé maintenant à 3 ans. On voit aussi le changement du visage, l'harmonie horizontale, la diminution de la croissance verticale et le large palais où la langue peut maintenant se poser complètement. On voit aussi comme il avait beaucoup de cernes, il avait ici des marques qui allaient du nez jusqu'aux lèvres. Maintenant, on a pu grandir les os et on a pu tirer la peau. Et donc, on ne voit pas ces marques. On voit aussi comme, même s'il a toujours pour l'instant une croissance verticale suite à l'hypotonie, on a quand même corrigé un peu cette croissance verticale. Et pour finir, je voudrais voir ensemble un dernier cas. Donc, je vous laisse regarder un peu les photos, voir un peu où on en est. Je pense qu'avec ces photos, je ne vous ai pas posé la question parce qu'on peut tous voir qu'évidemment, il y a besoin du traitement. Donc, je vais passer déjà. Et du coup, on va voir le cas de Théo, âgé de 6 ans, déjà un peu plus âgé. Et idéalement, le traitement se fait entre 3 et 5 ans, mais on va voir pourquoi on a reçu Théo plus tard. Théo avait une obstruction importante des voies aériennes, une hypertrophie adénomygdalienne claire, et il avait suivi déjà 1 an et demi de traitement orthophonique. On l'avait adressé chez l'orthophoniste, on l'avait adressé chez l'ORL, on l'avait opéré 2 fois des otites chroniques, on lui avait mis des diabolos à l'oreille et l'orthophoniste, j'ai parlé avec elle, était complètement perdue, elle avait beaucoup travaillé, elle me disait j'ai pas de place pour placer cette langue parce qu'on a très bien vu la petite taille du maxillaire.
On voit aussi une compression maxillaire, en ce cas de 12 mm, ce qui est très typique chez les enfants un peu plus âgés. Le blocage de la croissance se manifeste très rapidement. Et on voit aussi des compensations des axes dentaires, mandibulaires et aussi vestibulaires en ce cas, en plus du mordu croisé dentaire déjà installé. Donc, c'est-à-dire que en vrai, si on mettait les dents dans leur bon axe, le mordu croisé serait encore plus intense. Donc, en ce cas, en bleu, on peut voir, en bleu, on voit la suture qu'il faut activer au niveau transversal, mais pour ce cas, il faudrait aussi activer la suture sagittale, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, donc, Théo a réussi à supprimer les ronflements et la respiration buccale. On va voir comment il dormait avant du traitement. Pardon, c'est pas dans... Et maintenant, on va voir comment il dort maintenant. On l'entend plus, il respire par le nez, il arrive à bien respirer et une fois on aura fini le traitement osseux, on va l'envoyer avec son orthophoniste qui va continuer le traitement. Et la mère aussi, elle décrit un changement total du comportement de Théo à l'école et à la maison. Pardon, on va passer la diapo. Et finalement, on voit aussi le changement du visage, comment c'est corrigé, ce sourire, même si je n'ai pas la photo en sourire après le traitement, mais qu'il était très bloqué au niveau moyen du visage. On voit maintenant que même s'il a toujours des tendances musculaires, un peu de tension, tout ça c'est encore à traiter, mais on voit déjà beaucoup mieux. Et on voit comment son occlusion a été inversée, on peut dire, de partout, au niveau postérieur et aussi antérieur. Et comme maintenant, on a réussi à décroiser le mordu, et là, il va falloir qu'on travaille beaucoup la position de la langue pour que sa croissance puisse se faire correctement à partir de maintenant. Donc, bon, merci à tous pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Oui, Paty, on voit qu'il y a déjà de nombreuses questions. Alors, on va commencer par une sur le petit Benjamin que tu nous as montré. Quelle est l'occlusion de Benjamin après le disjoncteur? Alors, après le disjoncteur, du haut, on a mis un expanseur du bas parce que vu qu'on fait la croissance d'un coup avec le disjoncteur, il faut corriger aussi la compensation dentaire qu'il avait en bas. Donc, il faut aider les dents à se redresser tout en simulant aussi la mastication pour arriver à une bonne occlusion. Pour l'instant, on est en train de faire ce traitement. L'occlusion est bonne, d'accord? Il est en classe 1, on dirait. La seule chose qui est un peu plus compliquée est de corriger la supraclusie. Mais avec la croissance de la mandibule, ça arrive petit à petit. Un traitement est-il possible dès 2 ans et les amygdales peuvent-elles être correctes visuellement, mais les VAS obstruées à l'imagerie? Oui. Alors, pour les enfants avant 3 ans, dans l'équipe, dans l'unité du TROS, ce qu'on fait, c'est l'ORL et l'orthophoniste qui commencent à stimuler ce patient. D'accord? Donc, on travaille d'abord les parties des tissus mous et aussi la fonction. Et après, selon le développement de cet enfant, on attaque les os ou pas, parce qu'on a encore beaucoup de potentiel de croissance qui va arriver. Donc ça, pour la première question, oui, c'est possible de traiter, mais on commence par la partie fonctionnelle. Et la deuxième question, c'était, je ne me rappelle pas, il y avait 2 questions dans la même. Je ne t'entends pas. Si visuellement c'est correct, mais que les VAS sont obstrués à l'imagerie. Oui, bien sûr.
il y a le score de Malampati, il est très utile par rapport à ça. Il faut comprendre qu'on parle beaucoup des fois du score de Friedman qui calcule seulement la taille des amygdales, mais le score de Malampati est beaucoup plus intéressant pour nous parce qu'il compare le contenu du continent. C'est-à-dire si on prend la cavité orale comme si c'était une boîte et on met un ballon une balle de tennis dedans, on voit que selon la taille de la boîte, la balle va occuper plus ou moins. Donc, c'est la même chose avec des amygdales qui ne sont pas forcément hypertrophiées, sinon une cavité buccale très petite, une mandibule qui fait une croissance verticale. Évidemment, il va avoir une obstruction à cause aussi de ces amygdales, pas par rapport au contenu, mais au continent qui est trop petit. Rétablir une respiration nasale, cela évite une amygdaloectomie, étant donné que l'air sera filtré par le nez et donc les amygdales ne vont pas être exposées à l'air. Qu'en penses-tu? Oui, ça peut arriver, mais c'est toujours avec des hypertrophies relatives, on va dire. Si on voit vraiment une hypertrophie énorme, comme on peut voir dans ces deux cas, seulement la correction de la taille des os, on ne va pas y arriver avec ça. Il faut, pour des hypertrophies relatives, c'est ce que j'ai dit, pour les cas qui n'ont pas des obstructions énormes, on commence par la partie osseuse et puis après, on fait le contrôle ORL. Mais s'il y a une hypertrophie vraiment franche et on voit vraiment que le problème ne vient pas seulement d'une irritation à cause d'un air qui n'est pas filtré, il faut quand même voir l'ORL. Un ORL, pardon, qui soit toujours au courant du problème osseux et vraiment des trosses en général. Pourquoi une rééducation fonctionnelle n'est-elle pas automatiquement indiquée après une adémo-amygdalectomie? Quand? Avant? Après. Non, mais quand c'est pas directement indiqué? Maintenant avec mes patients ou avant la façon de traiter qu'on avait il y a 15 ans? Je te laisse le choix de... Voilà, je te laisse... Je réponds les deux. Donc, il y a 15 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ne le faisaient pas. J'imagine que parce qu'ils ne connaissaient pas l'importance de la fonction. Dans mes cas, parce qu'on ne peut pas normaliser des fonctions si la taille des os n'est pas la correcte. S'il y a encore de l'obstruction à cause des os, il faut d'abord enlever l'obstruction aussi physique et puis après, on traite les fonctions. Alors, j'ai une question qui était particulièrement intéressante sur l'aspect pédiatrique, mais que je ne retrouve pas. Est-ce que... mais on a eu dans le chat. On te disait sur le dernier cas que tu présentais que les sinus n'étaient pas normaux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on a vu avec le pédiatre et avec l'ORL. On a vu, bon, moi j'ai pas vu, j'ai vu avec le pédiatre. Ils ont bien regardé, c'était pas un problème infectieux. Donc pour l'instant, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il aille beaucoup à la mer cet été, qu'il fasse des lavages nasaux avec de l'eau marine et voir un peu si on arrive, maintenant qu'il a normalisé la respiration, qu'il commence à le faire, si on peut enlever toute cette mucosité. En tout cas, cet enfant, il a déjà eu 2 fois d'opération ORL à cause des otites à répétition. Donc, normalement, vu qu'il a aussi une déglutition atypique, il a du mal à vider et aérer le conduit de l'oreille et aussi des sinus. Donc, peu à peu, on va y arriver et ils sont en surveillance, ces sinus. S'il y a un problème d'obstruction nasale, à partir de quel âge est-ce qu'on peut intervenir? Dès qu'on le voit. Après, la façon d'intervenir, ça sera différent. Comme j'ai dit avant 3 ans, on ne va pas commencer par la partie osseuse. On va voir si, juste en normalisant les fonctions, les os, il arrive à grandir comme il faut et pas seulement à faire des compensations dentaires. On voit des fois, donc on a corrigé les compensations dentaires, mais l'os, il est toujours petit. Donc, dès qu'on voit qu'il y a un problème respiratoire, il faut attaquer et il faut décider selon l'âge et selon le cas par quel spécialiste on commence. Une dernière question sur laquelle je vais te faire réagir, mais qui fait également la parfaite transition avec la
session suivante, mais étant fille de pédiatre, tu vas te sentir directement concerné par la question. C'est Jean Smith qui nous dit « En France, tous les enfants vont chez le pédiatre et même régulièrement, au moins pour recevoir les 11 vaccins obligatoires. Cette multitude de consultations de prévention où l'enfant n'est pas malade ne devrait-elle pas être utilisée également pour orienter le petit patient s'il connaît des difficultés fonctionnelles ? En plus des bilans obligatoires et gratuits, soit 23 rendez-vous avant 10 ans, 19 avant 6 ans, donc 9 entre 2 et 6 ans. De quoi dépister normalement. Qu'en penses-tu ? À mon avis, c'est que s'il existe la spécialité de pédiatrie, c'est parce que les enfants, il faudrait qu'ils aillent chez le pédiatre. Un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature, c'est complètement différent. Donc, les pédiatres ne font pas la même fonction que les médecins généralistes. Donc, à mon avis, les patients devraient toujours aller chez le pédiatre. Et un des rôles des pédiatres, c'est aussi regarder les fonctions, la respiration et détecter la présence des trosses qui sont malheureusement très, très, très présentes maintenant. Faire des conseils de mastication, les suctions prolongées, n'importe quelle succion, si elle est prolongée, elle ne nous aide pas. Il faut vraiment faire mastiquer au plus tôt, pas commencer à faire des moulinets, etc. Et tout ça nous aide à essayer d'éviter au maximum les troubles. Après, j'ai travaillé en France 7 ans. Je sais bien, j'ai travaillé aussi dans une maison médicale où il y avait aussi des pédiatres. Et malheureusement, ils ne voyaient pas tous les enfants qu'il y avait dans le centre. Eh bien, merci beaucoup de ta réponse et surtout merci de ta superbe conférence. Comme on le rappelle, tu es vice-présidente également de la SNP. Merci de ton engagement.